Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. J'espère que vous allez tous bien, enfin du mieux possible. On a bien toujours tous un peu quelques soucis, mais enfin que ça n'empêche pas la joie de vivre quand même. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 25 juin 2025 qui aura lieu dans le signe du Cancer, donc c'est bientôt à 12h31 pour la France, l'heure de Paris. Donc ça fait à peu près 10h30 temps universel Greenwich. À vous d'ajuster en fonction des zones du monde où vous vous trouvez. Alors c'est quand même une très très belle lunaison. Moi je l'aime bien. Même s'il y a quelques ombres au tableau, je dois bien le dire, on va en parler justement. Il ne faut pas en faire non plus un drame. Ça dépend, encore une fois, c'est une analyse générale, ça dépend du thème personnel, des planètes transitées et des aspects que vos planètes personnelles font avec cette lunaison, ce que je ne peux pas savoir car je n'ai pas vos thèmes. Mais c'est quand même une très belle lunaison dont je vais vous faire l'analyse. Et puis, avec le pas de la Lune pendant cette quinzaine de jours et l'activation des planètes avec lesquelles elle est en aspect au moment de cette lunaison à 4 degrés du Cancer. Je vais vous afficher la carte. Ça sera quand même plus simple. La voici. Voilà, vous voyez, donc c'est une conjonction solilunaire comme toutes les nouvelles lunes, donc un nouveau cycle, à 4 degrés là, du Cancer, conjoint à Jupiter qui est quand même fort, il vient de rentrer dans ce signe où il est exalté. Alors, bien entendu, elle reçoit toujours ce carré, là, vous voyez, de Saturne-Neptune en bélier, là, qui vient de rentrer en bélier. Donc, c'est un petit peu un frein. Je vais vous en parler. J'ai déjà fait une vidéo sur le carré Saturne-Jupiter. Mais là, je vais le faire quand même dans le cadre de cette lunaison, qui est quand même magnifique. Il faut le reconnaître. Voilà, allez, c'est parti pour l'analyse. Alors, cette conjonction Soleil-Lune avec Jupiter, vous voyez, on a quand même trois planètes en Cancer, y compris Mercure, même si elle est à la fin du signe, ça fait un petit stellium quand même dans le signe du Cancer, et ça va mettre l'accent sur ce signe, les secteurs que vous possédez, bien entendu, en Cancer. Bien entendu, c'est aussi en tout début, vous voyez, du signe du Cancer, tout comme Saturne est en tout début du signe du Bélier, donc ça va concerner certainement beaucoup plus les personnes du tout premier décan, là, hein, tout premier décan du Cancer, mais aussi du tout premier décan du Bélier, puisque Saturne s'y trouve et va être un petit peu, voilà, je ne veux pas dire paralysant, ça serait décourageant, mais enfin bon, je reparlerai de la nécessité de Saturne et de son côté utile, voilà. Alors, c'est le cœur, hein, le cœur de cette lunaison, ce trio, on va dire les quatre planètes là dans le signe du Cancer. Cette conjonction solilunaire, elle est conjointe à Jupiter qui est fort, puisque dans ce signe, il est exalté. Donc, ça va donner à cette nouvelle lune une portée exceptionnelle, hein, de croissance, de protection, d'expansion, de fécondité. Jupiter en Cancer, il agit ici comme on va dire un amplificateur émotionnel, parce que c'est un signe émotionnel régi par la Lune et la Lune s'y trouve. Donc ça va favoriser les élans du cœur, les projets familiaux, l'ancrage, la solidarité et les initiatives nourricières en Cancer. On pourrait dire que, on pourrait partir de l'idée d'un foyer fertile, de renaissance sous une forme intime, maternelle ou bienveillante, voire même publique, puisque le cancer est un signe public qui représente aussi le peuple.
Le soleil, c'est la volonté. La lune, c'est les besoins affectifs. Donc, ils s'unissent dans un signe où l'émotion va devenir un moteur. Et Jupiter, il rend cette impulsion plutôt optimiste, généreuse, expansive. Mais il amplifie aussi. Donc, ça peut donner lieu à quelques débordements. Heureusement, Saturne est là pour éviter les dérapages. C'est en quoi je vous dis qu'il n'a pas que du mauvais, ce Saturne, malgré son carré qui nous tire encore un petit peu, là, qui fait que ça tarde les choses qu'on a mis en place, ce que l'on attend comme expansion, ne vient pas tout de suite, hein. On sent un frein en ce moment. Ah, je peux vous le dire, hein, qu'est-ce que c'est compliqué actuellement, en tout cas pour moi personnellement, mais je suis complètement sereine. Voilà, malgré tout, je fais confiance on appelle ça, on dit l'univers, voilà, mes capacités. Je veux dire, c'est vraiment d'une part transitoire, passager. Jupiter est fort et il va amener beaucoup de bonnes choses. Alors, comme on peut le voir dans cette nouvelle lune, elle est en très bon aspect, elle est en sextile à Mars, qui est à 4 degrés 34 de la Vierge. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est un appui, Mars, discret mais précieux. Mars en Vierge, il est peut-être pas flamboyant comme en Lion, mais il agit avec méthode, prudence, efficacité. C'est un sextile qui va donner à cette lunaison un ancrage pratique aux aspirations de Jupiter. C'est excellent. Une capacité à mettre en œuvre aussi concrètement des projets. Alors, en cancer, c'est surtout des projets liés à la maison, l'immobilier, la famille, la santé, le soin des autres, le soin de soi aussi. Un besoin d'agir aussi avec humilité. Mars en Vierge, logique et constance, c'est un Mars qui est en signe de terre. En tout cas, ce Mars, il agit dans les détails maîtrisés. Il ne fait pas n'importe quoi, d'autant plus que là, il est très harmonique, hein. Alors, c'est un contrepoids à l'idéalisation de Jupiter. Vous réécouterez ma vidéo sur Jupiter. J'ai vu qu'elle avait eu énormément de, de réactions, de vues, et je vous en remercie, où j'explique bien l'aspect amplificateur de Jupiter, hein, parce que tout le monde part du principe que Jupiter, c'est la planète qu'on attend, la grande bénéfique, qui va tout arranger dans nos vies, nous protéger. Oui, oui, bien sûr, mais pas que. Jupiter agit aussi dans l'excès. Et d'ailleurs, sur cette lunaison, Saturne est bien là pour nous le rappeler. Ah, il faut un petit peu freiner l'exaltation, le comportement trop exalté de Jupiter. Voilà, vérifier les bases. Et ce Mars en Vierge va vraiment nous y inviter, nous y aider concrètement, méthodiquement, de manière maîtrisée, judicieuse. Voilà. Alors, je reprends le carré, hein, de Saturne-Neptune en Bélier à cette conjonction solilunaire, conjointe aussi à Jupiter. Saturne, on peut dire avec ce carré que c'est un frein qu'on pourrait qualifier de karmique, ou plutôt, autrement dit, un test de réalité imposé par cette lunaison, hein. Saturne, il est en chute en bélier. Alors, conjugué à Neptune, il forme ce carré de tension, là, avec le trio Soleil, Lune, Jupiter. Saturne, il ne construit rien dans la précipitation. Il ralentit les élans impulsifs. Il crée des blocages, des doutes, des délais, surtout si on veut aller trop vite ou ignorer parfois aussi les leçons, les expériences du passé, hein. Alors Neptune, il va ajouter un peu de confusion, de désillusion potentielle, voire la tentation de fuir ou de rêver sans structure, hein. Alors merci quelque part Saturne, même si on eût préféré qu'il soit en sextile ou en trigone, parce que ça rend les choses plus faciles, mais ça n'empêche pas que ça agit de manière
saturnienne. Alors, le carré, en gros, là, il signifie dans cette nouvelle lune, si tu veux vraiment croître, assure-toi que tes fondations sont saines, solides, que tu n'idéalises pas trop une situation et que tu n'oublies pas le principe de réalité. Hein. Nous vivons dans un monde, une société où on obtient tout facilement quand même, hein, actuellement. Et quand quelque chose nous résiste un peu, bon, bah, on est vite agacé, pas content, on râle. Et puis on est en France, il faut râler, bien sûr, hein, évidemment. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est pas une mauvaise chose en soi, même si ce Saturne nous freine ou nous donne l'impression que ça n'avance pas assez vite, qu'on attend des choses. Hein, on a envie d'aller de l'avant, mais il manque des choses, il faut les avoir, etc. Donc, c'est un test de maturité émotionnelle et puis spirituelle, on peut dire, hein. Faire grandir quelque chose de solide et durable vers une belle expansion, malgré la brume neptunienne et les retards saturniens. Alors, chaque année, on a une nouvelle lune, hein, dans chaque signe, que ce soit Gémeaux, Cancer, Lion. Alors, celle de cette année est très différente de 2024, hein. Celle de 2024, il n'y avait pas Jupiter dans le signe des cancers. Mais on n'avait pas non plus le carré de Saturne, hein. Alors l'un dans l'autre, vous voyez, mais Jupiter, c'est quand même une belle planète, hein. Même si je vous invite à réécouter ma vidéo sur Jupiter qui explique bien tout le côté positif de Jupiter, mais les écueils liés à cette planète. Alors, ce carré Saturne-Jupiter, Saturne, c'est la structure, c'est la limite, le frein, la forme. Et Jupiter, c'est l'expansion, la foi, la croissance. Alors c'est une rencontre qui est tendue, mais elle est complètement nécessaire, hein. Il n'y a pas de hasard. Vous serez d'autant plus concernés les natifs qui avaient déjà des tensions Saturne-Jupiter dans votre thème natal. Ça ne veut pas dire que les autres sont épargnés, hein, parce qu'il y a quand même un carré Saturne-Jupiter dans le ciel actuellement qui a une influence sur tout le monde. Mais on va certains beaucoup plus le ressentir que d'autres. Et l'indication, c'est si vous avez déjà dans votre thème natal un carré Saturne-Jupiter. Alors, dans la tradition des anciens, Saturne, il freine, il bloque, il restreint. Alors que Jupiter, il amène l'épanouissement, il distribue généreusement, il amène l'épanouissement, la croissance, plein d'espoir, il amène les cadeaux faciles, abondants, hein. Dans la vision antique, Saturne, c'est le grand maléfique. Alors, c'est comme ça qu'il est qualifié, hein. C'est pas parce que je dis maléfique que c'est le jargon astrologique, hein, qu'il y a de la malédiction, hein. Il faut, je sais bien que les mots, on les prend comme ils viennent au premier degré. Il faut les prendre au sens astrologique antique. Alors, Saturne, oui, il apporte l'épreuve, il apporte la solitude, les freins, les épreuves, le froid, mais aussi la maturité, la structure solide. Saturne, ce qu'il donne, c'est du solide, c'est pour longtemps, alors que parfois Jupiter, il va vous passer la brosse dans le sens du poil, vous allez tout obtenir, mais ça ne veut pas dire que ça va durer, hein. Alors Jupiter, c'est le grand bénéfique, hein. Dans la vision antique, il promet, il protège, il accorde en abondance, il élève, enfin, on l'attend ce Jupiter, hein. Alors quand ils se font comme ça face par un carré, la nature expansive de Jupiter, elle se heurte au mur de Saturne, hein, un peu comme une rivière qui rencontre un barrage d'un coup. Voilà. Alors,
ce que dit ce carré dans les faits, hein, pour cette nouvelle lune, il dit en gros, ce n'est pas le moment ou pas encore. Le carré, il retarde, mais il n'empêche pas, hein, les choses d'arriver. Il met en tension ce que vous voulez avoir trop vite, une expansion trop rapide, sans qu'il y ait un socle solide. Il oblige à mûrir le projet, à revoir les fondations, à renforcer la foi par l'endurance. C'est encore un mot très saturnien. Et puisque Saturne nous bloque un peu Jupiter, là, il faut bien en parler. Alors, c'est pas une punition, hein, c'est une exigence. Je pourrais le dire un peu comme ça. Saturne, il dit à Jupiter, en gros, tu veux la lumière, d'accord, mais tu ne l'auras pas sans la discipline, sans la patience, sans la responsabilité, hein. Alors, ce que tu veux, oui, ça t'élèvera, mais pas sans le poids, sans le poids que cela implique. Avec Saturne, il y a toujours la notion d'effort, hein. Le carré, il porte à faire un effort. En astrologie traditionnelle, le carré, il n'est pas fatal. Il est une... Alors, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi, dans mon propre thème natal, je n'ai quasiment que des carrés. Alors, autant vous dire que ça forge, hein. Et avec le recul, aujourd'hui, à l'aube de mes 60 ans, je me rends compte que ça m'a apporté énormément. Et donc, je le disais, donc c'est pour ça que je le dis et je maintiens, le carré n'est pas fatal, hein. Il est une épreuve d'alignement. Il met en crise donc deux principes contraires, non pas pour les détruire, mais pour que quelque chose de plus juste naisse de leur lutte. Voilà. Alors le carré Saturne-Jupiter, il va pousser à construire ce que vous rêvez, à ancrer ce que vous croyez, à limiter ce que vous exagérez et à mûrir ce que vous espérez. Alors je vais vous prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien. C'est la graine qu'on plante, hein. On va prendre une graine de plante. C'est un symbole jupitérien de potentiel de croissance. Alors, vous voulez qu'elle pousse, Jupiter, hein, mais le sol est compact, sec, dur. Ça, c'est Saturne. Alors, vous ne pouvez pas arracher la pousse du sol pour qu'elle pousse plus vite. Vous pourriez la tuer, quoi. Alors, il faut arroser à bon escient, patienter, biner, voire pourquoi pas peut-être mettre quelques engrais. Il faut que la terre soit bonne, en tout cas. La vie, elle pousse malgré la contrainte ou grâce à la contrainte. Alors, la croissance, elle vient par la résistance du réel. D'ailleurs, le cerveau, il a besoin on deviendrait vite des légumes si on n'avait pas des équations à résoudre dans nos vies, hein. On a commencé tout petit, on a appris à marcher en tombant, hein. Eh bien, pour autant, on s'est relevé et on a appris à marcher, pour prendre un exemple simple. Donc, la véritable croissance, je dis bien véritable, elle vient par la résistance du réel, hein. C'est le carré Saturne-Jupiter. Il n'empêche pas du tout la pousse, il la canalise, il la discipline pour qu'elle soit viable, durable et stable. Donc, c'est un carré qui est un forgeron. Il est comme le forgeron. Ce carré Saturne-Jupiter du 25 juin 2025, c'est un forgeron d'âme. Il va chauffer votre enthousiasme jupitérien. Il va chauffer donc la place sur l'enclume du réel Saturne et y donner forme à coups de marteau. Voilà. Donc, pour le dire autrement, je dirais, ce que tu veux est possible, mais pas comme tu l'imagines. Tu vas devoir le bâtir lentement, solidement, authentiquement. Alors c'est un carré de passage, mais c'est un test marquant, hein.
Jupiter est rapide en cancer, hein. Il est exalté dans ce signe, il progresse très vite, hein. Il fait à peu près 1 degré tous les 3 4 jours. Alors que Saturne, en revanche, il est stationnaire, il va très lentement en bélier, en plus il va rétrograder, voire même repasser un temps dans le signe des poissons. Il, il ralentit, il est en position plus de chute, hein. Alors, ce carré, il va durer que quelques semaines, hein, même s'il marque toute cette période de lunaison, mais il va marquer aussi profondément cette lunaison, car il intervient au moment de la semence, c'est-à-dire de la nouvelle lune. Et ce que l'on sème sous cette nouvelle lune contient toutes les qualités de ce qui va se développer ensuite. Alors, ce carré du bélier au cancer, c'est une tension entre une affirmation brute et une sagesse protectrice. Jupiter en cancer, il veut accueillir, il est généreux, il veut l'expansion, il veut protéger, il veut nourrir, il veut faire croître la vie intérieure, familiale, intime, créative. Alors que Saturne en bélier, il impose une force sèche, c'est le cas de le dire, contrainte, une épreuve de volonté solitaire dans un signe impétueux où Saturne, il est très mal à l'aise en bélier, il est en chute, hein. Donc, il va y avoir une sorte de tension là entre deux types de feux intérieurs, le feu nourricier protecteur fécond de Jupiter en cancer et le feu rude, sec et contraignant qui impose des limites et des retards, Saturne en bélier. Alors, c'est un carré qui demande d'adapter, de s'adapter. Pendant cette lunaison, c'est un carré qui agit comme un filtre réaliste posé sur vos élans de croissance. Il vous met face à une question essentielle. Est-ce que ce que je veux faire grandir est aligné avec mes responsabilités réelles ou est-ce une fuite dans le rêve? Il ne vous empêche pas d'avancer, il vous montre ce qu'il faut revoir en termes de rythme, comme par exemple ralentir, en termes de timing, attendre un meilleur moment, en termes de méthode, corriger un excès de naïveté, hein, et en termes de posture, arrêter de vouloir forcer les choses. C'est un moment charnière pour réajuster votre cap intérieur. Mais c'est une magnifique dynamique évolutive. C'est pas un verdict, hein. Ce carré, il est temporaire, il n'est pas figé, il n'est pas fatal, comme je le disais. Jupiter, il va continuer sa montée, son avancée dans le signe du cancer. Il s'éloigne rapidement du carré pour entrer dans des aspects plus harmonieux ensuite, hein. Trigone sextile. Alors Saturne, quant à lui, il va rétrograder. Ce qui attend confirmation ou consolidation, ça sera revu plus tard. C'est comme ça, hein. Alors, ça signifie que ben, les blocages actuels ne sont pas définitifs, donc réjouissons-nous, ils sont nécessaires. C'est un carré qui agit un peu comme un gardien du seuil. Il teste la solidité de vos projets, de vos intentions. Alors, si on tient bien le cap avec intégrité, l'expansion, elle se fera plus librement et ça commencera à se faire sentir dès juillet-août 2025. Surtout que là, on va avoir Uranus en Gémeaux qui va accélérer beaucoup de choses aussi. Donc, voilà. Alors, revenons à cette lunaison. Je vais prendre une image. Imaginez un jardinier Jupiter, hein, qui veut planter des graines dans un beau terrain fertile en cancer, mais la grille du jardin est verrouillée. Saturne, hein. Alors, ce n'est pas que le jardin lui est interdit. Ce qu'il lui faut, c'est trouver la bonne clé, hein, le bon plan, la bonne stratégie, surtout avec Mars en Vierge. Peut-être attendre un moment plus propice, ou prouver qu'il est prêt à cultiver sans brûler les étapes. Alors, lorsque le carré va se desserrer d'ici le mois de juillet, le jardin va s'ouvrir. Mais le jardinier ne sera plus le même, hein. Il aura gagné en patience, en discernement et en force intérieure.
Alors ce carré, il est transitoire, il dure quelques semaines, il marque le démarrage de cette lunaison. On va être passé un peu à l'épreuve du réel. Alors, je note aussi, voyez là, Vénus qui est en taureau. Elle m'interpelle, cette Vénus, parce elle est forte en taureau, elle est en domicile, mais elle n'est reliée à aucune planète au moment de cette lunaison. On appelle ça en astrologie une position férale, mais elle est maîtresse chez elle, hein. Alors Vénus en domicile, en taureau, elle est forte en soi, mais elle incarne ici la sensualité naturelle, la stabilité émotionnelle, le rapport au charnel, à la vie, le rapport au matériel, les plaisirs simples et puis la quête de sécurité. Mais le fait qu'elle soit sans aspect, donc férale, sans aspect majeur aux planètes visibles, elle est isolée dans sa fonction. Elle agit seule, sans relais direct dans le ciel. Elle va rayonner en fait de sa propre énergie, mais sans médiation, sans soutien, sans correction. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est une Vénus férale. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous pouvez en avoir, hein, une planète qui n'est pas reliée par des aspects, ça peut être Vénus, mais une autre planète. Et parce que c'est incroyable ces derniers temps, le nombre de personnes que j'ai eues qui avaient des planètes férales. Alors, une planète férale, elle n'est ni aspectée au sens strict du terme, n'est ni en conjonction, ni en sextile, ni en carré, ni en trigone, ni en opposition aux planètes visibles. Elle agit de manière autonome, pure, non dialoguée, si je puis dire. Cela peut donner donc des forces singulières, mais aussi des excès, des isolements, des angles morts. Alors Vénus, elle représente l'amour, la beauté, l'argent, et les relations affectives, plaisir, sensualité, estime de soi, qui fonctionnent un petit peu hors contrôle collectif, avec trop ou pas assez, hein. Elle ne fonctionne pas en équilibre. Ou alors, elle fonctionne hors cadre, hein. Voilà, en gros, elle fonctionne un peu à l'uranienne, cette planète, hein. C'est un électron libre qui est là et qui fait un peu comme il veut. Alors, quand c'est Vénus, eh bien, les choses souvent arrivent un peu brutalement. Ben, je vous donne un exemple. J'ai moi-même une Vénus férale en fin du signe du Gémeaux. Et ma Vénus férale est maîtresse du secteur 7, le conjoint. Et ma Vénus est en maison 8. Eh bien, et mon premier mari est mort. Et il est mort très jeune et d'une façon très brutale, en quelques secondes, devant la télévision, vous voyez, tout jeune, hein, voilà. Donc, vous voyez, d'une embolie pulmonaire, alors qu'il était en apparence en pleine forme, hein. Voilà, voilà comment peut fonctionner une Vénus férale. Je viens de vous en donner un exemple. Alors, bien sûr, c'est pas, c'est un exemple très terrible, quoi. Oui, je reconnais, mais bon, il faut faire attention parce que tout ce qui est argent, relations, contrats, tout ce que représente Vénus, ça peut d'un coup déraper sans prévenir. Donc, lorsqu'on retrouve cette Vénus là en position férale, ça va pas durer longtemps, heureusement, hein. Dieu merci, mais toute personne ayant déjà une Vénus férale dans son thème natal peut s'attendre à quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est un aspect de Vénus qui se reproduit temporairement dans le ciel. Alors, cette Vénus, elle a quand même un trigone, vous voyez, au nœud sud en Vierge et un sextile au nœud nord en Poisson. C'est toujours ça, hein. C'est bien, mais elle n'a absolument aucun rapport avec les autres planètes, hein. Elle est vraiment toute seule là. Alors, malgré son isolement, Vénus, comme ça, elle reçoit des aspects harmoniques au nœud lunaire. Alors, ça peut signifier que son action, elle est alignée sur une dynamique évolutive. Elle peut être un levier de destin karmique ou de correction émotionnelle aussi. Il peut y avoir des questions affectives ou financières autour de cette Vénus qui peuvent prendre une importance symbolique ou spirituelle forte, en tout cas avec les nœuds lunaires karmiques. Je ne sais pas si vous êtes en ce moment en train de résoudre un problème financier autour d'une question précise, elle est chargée en symboles.
important, hein. On vient résoudre un comportement, rectifier un comportement à travers peut-être une situation actuellement un peu compliquée, spéciale, Vénus à l'uranienne autour des finances ou de l'amour, hein, aussi. Et oui, parce qu'une Vénus férale en thème natal, elle implique un rapport singulier à l'amour, ou à l'argent, ou aux relations, aux contrats, ou une autonomie affective forte ou forcée. Parfois une estime de soi qui peut être instable, tout dépend de quelle maison est maîtresse votre Vénus, ou un besoin d'aimer de manière un petit peu hors des sentiers battus, hors normes, hors, en dehors des clous de ce que la société veut pour nous. Voilà, on a été quand même euh, nourri avec des films, ben oui, moi qui ai une Vénus férale, autant que j'en parle, hein, des films, des histoires, des bouquins sur comment doivent se passer les relations affectives, sur une vision judéo-chrétienne très, très, très rigide. Enfin voilà, alors je dis pas que ça n'est pas nécessaire, hein, il faut un minimum de cadre autour des relations, bien sûr, sinon tout le monde fait tout et n'importe quoi. Mais voilà, hein, il faut aussi savoir prendre du recul. Alors voilà, elle en transit, elle est férale, hein, ça va raviver cet archétype natal comme un peu un miroir cosmique, hein. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple au hasard. J'ai une personne autour de moi qui a une Vénus férale en cancer, hein. Alors, on va prendre cet exemple. L'amour, le nid, l'amour sans nid, voyez. La symbolique générale de Vénus en cancer, c'est une grande sensibilité affective, un besoin de sécurité émotionnelle, l'intimité protectrice, les attachements forts à la famille, au passé, aux racines. L'amour doit y être nourrissant, souvent mémoriel. On aime ce qui nous rassure, ce qui rappelle l'enfance ou les liens profonds en cancer. Mais quand cette Vénus est férale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'aspect avec aucune planète, son énergie, elle est très isolée. Elle est aussi très pure. Il y a une immense capacité à aimer, mais pas de canaux relationnels stables pour l'exprimer ou la recevoir. Je vous donne comme ça un petit peu des images. Vénus férale en cancer, elle va ressentir des choses très fortes, mais elle n'exprime pas toujours ce qu'elle ressent. Elle n'ose pas demander, elle attend que l'autre devine. Elle donne beaucoup par peur d'être abandonnée, mais elle reçoit peu ou elle reçoit mal. Elle peut vivre des attachements affectifs fantômes ou complètement idéalisés, comme tomber amoureuse d'une personne indisponible ou qui est liée au passé, ne pas pouvoir s'en détacher. Elle confond parfois amour et refuge. Elle reste dans des liens par habitude, ou aussi loyauté familiale, hein. Voilà, donc cette Vénus férale en taureau, temporairement, hein, dans cette lunaison, elle transite ce ciel, elle ravive cette solitude vénusienne, hein, que peut connaître une personne qui a une Vénus férale. Voilà, je ne sais pas, moi, cette femme qui a Vénus férale en cancer, d'une personne à l'autre, c'est différent. Vous pouvez être deux personnes à avoir une Vénus férale en cancer, mais moi, je n'ai pas le thème, je ne peux pas dire de quel secteur cette Vénus est régente, les aspects qu'elle a, qu'elle reçoit, ce qu'elle régit elle-même. Donc, je prends un exemple, par exemple, une femme qui a Vénus férale en cancer, qui a longtemps été celle qui écoute, qui console, qui pardonne, sans qu'on s'inquiète de ses besoins, par exemple. Elle a eu une relation fusionnelle, puis une rupture qui n'a jamais été digérée. Elle vit seule aujourd'hui, elle espère encore secrètement un retour. Voilà. Donc pendant cette lunaison 2025, de 25 juin, là, elle peut se sentir remuée sans savoir pourquoi, hein. Un souvenir revient, plus ou moins conscient, un manque qui se fait sentir. Mais elle découvre aussi qu'elle n'est pas vide, elle a un jardin intérieur qui attend d'être cultivé. Et elle commence à s'aimer elle-même autrement, en se connectant à la beauté de ses gestes quotidiens, à la sensualité, à sa douceur.
En fait, c'est un passage, on va dire, de l'attente amoureuse à l'amour de soi enraciné. Voilà. Donc, pour vous donner un petit exemple de cette Vénus-là en taureau qui n'est reliée à rien, même si ça ne va pas durer, hein, bien entendu. Alors, notre lune en cancer, elle démarre en conjonction de Jupiter et du Soleil. Là, je passe à l'analyse de toute la lunaison jusqu'à la pleine lune en Capricorne, avec pas à pas tous les aspects que cette lune va former avec les planètes en place et les aspects qu'elle forme. Alors, elle démarre dignifiée. Dignifiée. Donc, cette lune, elle est chez elle, dans son domicile en cancer. Elle ressent tout, elle capte les ambiances, les humeurs, les besoins cachés. Elle est conjointe à Jupiter exalté. Elle exacerbe les émotions, mais aussi les désirs de protection, de sécurité, de liens profonds. Alors, il y a une volonté très forte ici, hein, de créer un espace de douceur, d'appartenance, de guérir ou reconstruire quelque chose de l'ordre de l'intime, de familial, de poser un nouveau départ nourricier. Hein. C'est une semence émotionnelle, cette nouvelle lune. Elle est portée par un grand désir de croissance intérieure ou familiale, voire patrimoniale aussi. Hein. Cancer Jupiter, hein, le Jupiter en cancer, c'est le foyer, la mémoire, la transmission. Mais dès le départ de cette lunaison-là, hein, le carré de Saturne-Neptune en bélier, il pose un défi, je viens d'en parler. Hein, c'est un envol lunaire si prometteur qu'il se heurte dès le départ à un carré, celui de Saturne en bélier. Les limites, la peur, le doute, le blocage, Neptune en bélier, la confusion dans l'action, les illusions sur ce qu'on croit pouvoir initier. Alors ce carré, il met bien en tension, hein, d'un côté le désir de sécurité, d'amour, de stabilité, et puis de l'autre une réalité froide ou floue qui ne suit pas, qui bloque, vous voyez, qui crée de l'incertitude. Voilà, c'est une ambiance de début de cycle très sensible. On veut espérer, mais on ressent un obstacle invisible, parfois visible. Hein. Moi, là, en ce moment, j'ai un obstacle, il est bien visible. Hein. Je peux vous le dire. Voilà, donc on veut bâtir un peu un nouveau refuge, mais le monde extérieur ne suit pas encore. Hein. Alors, cette lune en cancer, elle lance cette lunaison sur une note très rêvée, très belle, très expansive, pour certains, certaines maternelles, mais tout de suite confrontée à la nécessité de poser des limites justes, hein, de ne pas se faire d'illusions, de composer avec la frustration, voire la solitude ou l'attente. Alors, je le dirais en un message plus simple peut-être à comprendre. On veut guérir, on veut s'aimer mieux, on veut créer du lien, c'est très bien, mais il faut le faire sans se bercer d'illusions. Voilà, il faut le faire avec maturité, sinon ce sera le repli ou la fuite. Alors, cette première étape là, de la Lune qui est en cancer au début de cette lunaison, il faut accueillir ses émotions, avec douceur, mais ne pas leur demander de réponse immédiate. Hein. Il faut, voilà, il faut apprendre à s'écouter en pratiquant la respiration calme et consciente. La Lune, elle va vous guider, mais Saturne vous invite à la patience et Neptune à ne pas projeter trop vite vos attentes, hein, sur l'extérieur. N'oubliez pas, ce que vous semez aujourd'hui a besoin de silence, de lenteur et de maturité pour s'enraciner. La graine n'a pas besoin de lumière immédiate, elle a besoin de profondeur. Alors, le 26 juin, la Lune aura avancé et elle va former un sextile à cette Vénus spirale en taureau. Ouf, tant mieux, hein. Même si au moment de la photographie de cette lunaison, Vénus est bel et bien férale. Hein.
Alors, ça va être chouette quand la Lune va se mettre au sextile de Vénus. C'est une alliance entre deux dignités, hein, la douceur dans la continuité. La Lune en Cancer et Vénus en Taureau, sont deux figures maternelles très complémentaires. Elles veulent toutes les deux protéger, nourrir et préserver. Elles partagent un amour du confort, du tangible, de l'affectif sincère. Elles agissent avec discrétion mais profondeur. Alors le sextile ici vient adoucir des tensions ressenties au moment de la nouvelle lune. Ouf, le 26 juin, ça va aller mieux, vous allez vous sentir bien, c'est chouette ce sextile. Dans les relations affectives, il y aura apaisement des cœurs, des petits pas vers la tendresse ou vers la réconciliation, si ça avait été une rupture soudaine ou si vous ne saviez plus où vous en étiez. Les ressources financières, ça va être une clarté émotionnelle face à ses besoins matériels, dépenses apaisées, réajustement des priorités. Dans la vie quotidienne, ça va être une envie de beauté simple, de soin de soi, de cocon, de ralentissement bienveillant. Et d'un point de vue créatif, c'est un canal artistique doux, comme la musique, l'écriture sensible, l'art culinaire, enfin, il y a tellement de possibilités. Alors, cette Vénus férale, elle va être raccordée par la Lune. Donc, cette lune va venir l'écouter, la connecter. Elle donne une voix, cette Vénus intérieurement forte mais silencieuse. C'est une fenêtre très subtile mais puissante où ce que vous ressentez trouve enfin un écho doux, où vos besoins affectifs ou esthétiques ou même financiers peuvent être honorés sans tension, où vous pouvez ressentir que vous méritez d'être aimé sans rien avoir à prouver. Je vais donner un exemple. Imaginez une personne qui, bon, à la nouvelle lune, eh ben, elle se sentait seule, un peu vidée ou en décalage émotionnel, comme si elle voulait du lien, mais sans savoir comment le formuler. Eh bien, le 26 juin, pourrait recevoir un petit geste tendre inattendu, un petit message sympa, une attention, un petit cadeau, un souvenir touchant, ou ressentir un apaisement aussi dans le corps. Tout simplement, ça peut être vécu par un grand apaisement. Une envie de se reconnecter à la matière, au plaisir tout simple, cuisiner, aller en nature, aller chez l'esthéticienne, se faire masser, écouter de la musique, ou simplement trouver en soi un soulagement. Voilà, je suis bien là où je suis. Voilà, de profiter de l'instant présent à fond. Alors, si je puis le dire en une petite phrase, ce que l'on ressent à ce moment-là est assez juste. On n'a pas à forcer pour mériter, hein. On se nourrit de ce qui est doux et vrai, même si c'est discret. Le 27 juin, la Lune rejoint Mercure, là, à 28 degrés du Cancer. Alors, la Lune, elle est encore en Cancer, elle est en domicile, elle est forte. Mercure, il est en Cancer, il est émotionnel, il est intuitif, il est dans le souvenir, il est aussi beaucoup dans le subjectif, puisque c'est lié à l'émotionnel. Uranus en fin de taureau aussi. Il est lent, il est imprévisible, il est déclencheur de lucidité, hein, sensorielle. Parce que oui, la Lune, en avançant à la longitude de Mercure, va activer ce sextile là, Uranus-Mercure de cette lunaison. Donc c'est une activation intuitive, émotionnelle, avec Mercure mental. La Lune, elle vient mettre en lumière le travail intérieur de Mercure, qui en Cancer, il réfléchit avec la mémoire, avec la sensibilité, avec le cœur, avec l'idée de protéger la famille. Si on en a une, bien sûr. Uranus, lui, il envoie une impulsion fulgurante, un éclair de compréhension lucide, mais non brutal. Le sextile, il est harmonique, hein. C'est un peu comme un déclic émotionnel qui devient conscient et qui se verbalise. Donc, cette lune conjointe à Mercure, du moins qui passe sur Mercure, alors vous voyez là, hein,
Moi, c'est ma manière de pratiquer l'astrologie, c'est la mienne. Je ne veux pas mettre en aspect des planètes qui ne sont pas dans les mêmes éléments. Mercure affiche une opposition à Pluton. Pour moi, l'opposition sera quand Mercure sera à 3 degrés du Lion. Là, pour le moment, alors bien sûr, il est dans l'ordre d'une opposition à venir, mais Pluton est en signe d'air et Mercure est en signe d'eau. Hein. Donc, je ne vais pas parler d'une activation d'opposition à Pluton, clairement non. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire. Et donc, cette lune conjointe à Mercure, donc, c'est le lien entre un ressenti et une pensée, une parole sincère, une écoute sensible. Mercure en sextile d'Uranus, c'est des idées soudaines, des solutions, comment dire, des solutions innovantes avec Uranus, un changement de point de vue, une révélation. Et la Lune va venir activer tout ça. Alors c'est un moment de révélation douce, de prise de conscience éclairante, mais non violente. Il peut s'agir de comprendre ce qu'on ressent vraiment, hein, de mettre des mots justes sur un malaise, s'il y en a un, ou un besoin. De recevoir aussi un message inattendu avec Uranus, un mail, une parole, un souvenir qui débloque quelque chose. Ou changer son regard sur une situation grâce à une idée nouvelle ou une approche plus libre, tout simplement. Hein. Je vous donne un exemple tout concret. Au moment de la nouvelle lune, bon, je vais prendre une femme qui se sent confuse sur une relation affective. Elle a envie de renouer, mais elle doute de ses ressentis et rien n'est clair. Donc le 27 juin, elle va lire un message où quelqu'un lui dit une phrase anodine qui agit comme un détonateur, mais doux. Hein. Alors elle va tout de suite comprendre qu'elle projetait une peur qui ne lui appartenait pas, ou qu'elle a le droit de dire ce qu'elle ressent sans avoir honte, si elle le dit correctement, bien sûr, sans faire de reproche à l'autre, ou qu'elle a le pouvoir de rompre une boucle mentale en changeant sa perspective, là, une boucle qui se défait, une vérité qui apparaît, mais sans drame. Voilà, c'est quelque chose d'éclairant, pas écrasant. Hein. Je pourrais le dire dans une autre phrase, ce que tu n'arrivais pas à penser ou à dire devient maintenant accessible. Tu peux comprendre ce que tu ressens sans te perdre. Un mot, une idée, une vibration nouvelle qui vient t'ouvrir une voie. Alors ensuite, la Lune va continuer sa course. Et là, bah, bien entendu, elle va arriver dans le signe du Lion où elle va former une opposition avec Pluton. Alors je vais en parler vite fait, hein, parce que au moment de la lunaison, il y a un quinconce, Pluton et la conjonction. Donc la Lune en opposition à Pluton, la début Lion, va activer quand même ce Pluton. Quinconce, ce Pluton est quinconce, une activation donc indirecte de l'aspect Pluton. Aussi Saturne, et oui, vous voyez, Pluton et Saturne, là, ils sont en harmonie. Pluton est rétrograde, Saturne régit Pluton, ainsi qu'Uranus d'ailleurs. Et ils sont en sextile. Voilà. Alors, la Lune opposée à Pluton en Verseau, l'ego face au collectif, hein. C'est une opposition qui met en scène deux énergies puissantes, mais opposées. La Lune est en Lion, Pluton est en Verseau. La Lune en Lion, elle a besoin d'être vue, aimée et reconnue, alors que Pluton en Verseau, c'est le collectif, la volonté collective, les forces impersonnelles et transformatrices. La Lune en Lion, c'est une affectivité ardente, loyale, égocentrée alors qu'en verso, on a le détachement, les stratégies invisibles, mutation sociale. La lune en lion, c'est l'émotion incarnée et expressive. En verso, on a l'intuition politique, la désintégration d'anciens modèles. Donc, cette opposition, elle symbolise un conflit hein, entre le besoin d'amour personnel et puis les dynamiques impersonnelles qui échappent au contrôle. Ça remonte à la surface, c'est une tension psychique, une lutte intérieure entre l'expression sincère de soi et la pression de transformation sociale ou collective en face.
Alors, ce que ça peut provoquer, ben, un conflit relationnel hein, autour de la reconnaissance, du pouvoir, du silence ou du rejet, un besoin de contrôle émotionnel ou de manipulation inconsciente dans les liens, une expérience où l'on se sent vulnérable ou impuissant ou écarté injustement, mais aussi des peurs anciennes, des peurs d'abandon, de trahison, de rejet qui refont surface. Et avec Pluton, tout ça est très inconscient. Mais c'est une confrontation qui est instructive, elle dévoile ce qui ne peut plus être dissimulé. Alors le quinconce à la nouvelle lune, hein, Pluton, conjonction Soleil-Lune, c'est une tension de réajustement, c'est un aspect de 150 degrés entre la Lune de, du jour de la nouvelle Lune et la nouvelle Lune en Cancer qui aspecte le réajustement. Donc, ça indique l'élan du début de lunaison, un besoin de sécurité, de lien, de chaleur familiale, qui est déséquilibré par un surgissement de l'ego, d'une émotion, d'une fierté ou d'une blessure liée à un manque de reconnaissance. Donc c'est une clé silencieuse, mais déterminante. Quelque chose grince, ne s'accorde pas et doit être transformé pour que la suite de la lunaison soit constructive. Alors, heureusement, Pluton, la sextile à Saturne, c'est un axe de régénération. Pluton en Verseau, même s'il est opposé à la Lune, il reçoit un sextile de Saturne en Bélier. Ça apporte une structure invisible de soutien, comme une trame de fond réparatrice. Ce sextile, il permet d'utiliser les tensions de l'opposition pour bâtir quelque chose de plus mûr. Alors, même si l'ego est touché, hein, même si des blessures sont activées ou réactivées, il y a derrière cette douleur un grand pouvoir de régénération à condition qu'on accepte de revoir sa posture en lion. Hein. Donc, blessure d'ego, etc. Et puis de renoncer au contrôle avec Pluton. Bon, on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Je prends l'exemple d'une personne, une femme, qui s'est investie émotionnellement dans un projet personnel ou relationnel, hein, l'énergie Cancer-Jupiter, là, de la nouvelle lune. Et puis ce jour-là, quelqu'un vient la critiquer ou carrément l'ignore, ou une parole méchante, quelque chose de blessant, qui la bouscule dans son besoin de reconnaissance. Alors, elle va se sentir injustement blessée, en colère, ou bien avoir envie de tout envoyer bouler, hein. Mais au fond, cette blessure, elle révèle quoi? Qu'elle attendait une validation extérieure, qu'elle agissait peut-être pour être aimée, plus que par fidélité finalement à elle-même. Alors si elle accepte de se recentrer sur la raison profonde de son élan, alors que le sextile Pluton-Saturne, il va lui offrir la possibilité d'en sortir beaucoup plus forte, beaucoup plus authentique, beaucoup plus souveraine intérieurement. Voyez un petit peu l'exemple. Je dis une femme, mais ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui. Ah, voilà. Donc, cette étape-là de l'opposition Lune-Pluton, en gros, tu ne contrôles pas comment les autres te voient, c'est certain, ça, ni comment le monde te répond, mais tu peux choisir de ne pas perdre ton centre. La reconnaissance n'est pas le but, c'est la conséquence de ta cohérence intérieure. Alors, le 30 juin, hein, là, on va avoir une nouvelle étape. La Lune va transiter Mars, qui est à 4,34 de la Vierge et qui soutient très très bien cette magnifique lunaison. Hein. Alors Mars en Vierge, c'est un Mars précis, utile, chirurgical, pragmatique. Il agit sans éclat, mais il agit avec efficacité. Le sextile avec la conjonction en Cancer, où règnent les émotions, parfois le trop-plein, hein, le besoin de lien, la fécondité intérieure. Ce Mars, il offre une passerelle entre le cœur et les actes. Hein. La Lune, en rejoignant Mars, elle déclenche ce potentiel, voyez? Ce jour-là, l'émotion, elle va devenir mouvement, élan intérieur qui devient une action extérieure, sans violence,
sans résistance, puisque l'aspect est harmonieux. Du moins, c'est ce qui est conseillé de faire lors de cette lunaison. Si vous choisissez la provocation et l'agression, bon, bah, vous serez complètement à côté de la plaque par rapport à la bonne attitude à avoir, hein. Voilà un petit peu, donc en quelques mots, Lune, Mars en très bon aspect à cette conjonction en Cancer. On pourrait dire en Cancer, tu as ressenti, tu as rêvé en Cancer. Tu as été confronté à des tensions. Maintenant, tu peux agir pas à pas, concrètement, sans héroïsme, mais avec justesse et précision, hein. Donc, c'est une fenêtre d'efficacité émotionnelle, hein. Ce que vous ressentez devient un moteur, non plus un poids ou un rêve confus, hein. La Lune en Vierge, en conjonction à Mars, elle va donner le courage d'agir sans s'excuser, le besoin de réparer, corriger, hein, voire prendre soin si nécessaire, la possibilité d'ordonner le chaos, qu'il soit intérieur ou extérieur, en gestes simples et justes. Le 1er juillet, toujours, alors notre lune en Vierge, là, va arriver, elle va transiter le nœud sud et se mettre au trigone d'Uranus en Terre, là, même s'il est tout à la fin du signe du Taureau, là, il va bientôt basculer en Gémeaux. Il va y avoir un beau trigone, là. Donc, même si cette lunaison n'a pas vraiment d'aspect avec Uranus au départ, Mercure quand même a un magnifique sextile à Uranus. Donc la Lune, là, va activer un petit peu tout ça. Trigone Lune-Uranus, hein, alors la Lune en Vierge, c'est les émotions contenues, hein, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est l'observation, le besoin de clarté intérieure, c'est le soin. Uranus en taureau, c'est l'ouverture à une nouvelle sécurité, une intuition plutôt stable en taureau, un changement lent mais profond dans les valeurs. Alors, trigone entre ces deux planètes, il indique un réveil intérieur, non brutal mais fertile. Il est rassurant, il est ancré entre cette lune en Vierge et cet Uranus en taureau. C'est pas un bouleversement à proprement parler, hein. C'est une mise à jour douce, mais claire, voilà. Donc, le quotidien peut changer subtilement, on pense autrement, on ressent différemment, on entrevoit aussi peut-être une autre voie, et puis assez concrète, hein. Alors, le passage de la Lune au nœud sud, là aussi en Vierge, on pourrait qualifier ça d'une mémoire karmique qui s'active, hein. Euh, ce passage de la Lune au nœud sud, là, avant le trigone, ajoute une profondeur symbolique. Le nœud sud, il représente un passé intérieur ou même peut-être karmique, parfois un excès de contrôle, de critique, de perfectionnisme en Vierge, hein. Donc la Lune l'active comme pour libérer soit un mauvais comportement ancien, ou dissoudre un schéma mental, ou recycler un attachement qui est devenu complètement stérile. Alors, avec la suite du parcours et le trigone à Uranus, ça devient un passage libérateur. La Lune, elle se détache d'un ancien fonctionnement. Ça peut être de mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, chacun sait pour soi-même, hein. Essayons de réfléchir avec honnêteté, parce que nos mauvaises habitudes, est-ce qu'on les voit vraiment, hein? Voilà. Ça, je sais pas, ça peut aller d'arrêter de fumer, tout simplement, un mauvais comportement pour sa santé, à un besoin de tout contrôler, à une anxiété excessive, que la plupart du temps, d'ailleurs, on se rend compte dans la vie que au bout de on s'est fait un sang d'encre face à des situations, on s'est tourné le truc en boucle avec des idées noires dans la tête, et puis finalement tout a fini par trouver solution, hein. Est-ce qu'on y pense encore 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après? Non, tout est résolu, on est passé à autre chose, voyez. Donc on se torture pour rien souvent. Alors je dis pas à chaque fois, il y a parfois des épreuves qui nous font véritablement très mal et contre lesquelles on ne peut rien dans la vie et qui vont effectivement
nous obséder pendant un temps. Mais souvent, on s'en fait pour pas grand-chose. Soyons honnêtes, on s'en fait vraiment pour pas grand-chose. Et on se bousille une heure précieuse de vie. Vous savez, le plus précieux qu'on ait dans cette vie, c'est d'avoir du temps. C'est le temps le plus précieux. Regardez comme c'est compliqué d'avoir du temps pour soi, hein, dans notre système culturel, dans notre organisation sociale, dans la manière dont on a été éduqué. Alors, oui, certes, mais comprenez que le temps est précieux. Alors, le gâcher en marronnant pendant des heures sur un problème qui nous fait grincher, ben, qui n'est pas si grave que ça, que vous aurez oublié dans 8 jours, c'est un peu dommage. Vous voyez ce genre de comportement avec le nœud sud en vierge. Voilà. Alors, le passage de cette lune sur le nœud sud, ça représente donc la libération d'un conditionnement ancien ou de mauvaises habitudes. Par exemple, une culpabilité de ne pas faire les choses bien en vierge et à ce souci de perfection, ou une obsession du détail, de la pureté, de l'ordre, un besoin d'être utile ou parfaite pour être aimée. Combien de femmes, je ne veux pas m'étendre, hein, euh, confondent, enfin, ne comprennent pas qu'elles doivent être aimées pour elles-mêmes et non pas pour ce qu'elles font. Ça, c'est encore une éducation, hein, que, heureusement, la nouvelle génération commence à comprendre à coup de thérapie, hein. Alors, le trigone à Uranus, il propose un rééquilibrage libérateur, hein. Ce n'est pas la perfection qui va vous sauver, c'est la capacité à ressentir autrement, à faire confiance à l'intuition incarnée, à la nouveauté stable. Alors ensuite, la Lune va continuer sa course, hein, et là, le 2 juillet, elle va entrer en balance où elle va se retrouver en opposition là à Saturne-Neptune. Ça va un petit peu activer le carré, et oui, ça va l'activer, le carré de cette nouvelle lune. Voilà. Alors, Saturne, il est fragilisé par sa chute, hein, dans sa fonction de structure en bélier, même s'il joue quand même son rôle de structure. C'est une autorité qui peine à canaliser l'impulsivité. C'est un temps qui ne s'articule pas bien avec l'élan vital. C'est une discipline imposée qui semble injuste ou qui crée de la frustration. Voilà, hein. Alors la Lune en balance, elle est opposée à Saturne. Donc le conflit entre harmonie relationnelle et devoir intérieur. La lune en balance. Elle cherche l'harmonie dans les liens, le compromis, la justice émotionnelle, la beauté du lien, l'équilibre partagé. Mais en s'opposant à Saturne en bélier, là, elle rencontre une autorité rigide, parfois sèche, blessante, un froid émotionnel, un refus de dialogue, une frustration affective, un rejet de coopération, un mur en face de sa volonté de paix. Voilà, donc ça réactive la dissonance de base de cette lunaison, hein. Voilà. Alors, ce qu'on espère ne répond pas, hein, ce qu'on veut pacifier devient tendu, ce qu'on cherche à équilibrer renvoie euh, au silence, au vide, à l'injustice. Voilà, en gros, hein, si on peut le dire ainsi, hein. C'est une épreuve donc de lucidité émotionnelle. La Lune en balance, elle cherche à lisser, mais Saturne, il oblige à regarder ce qui ne s'ajuste pas. Donc, les relations déséquilibrées, hein, les renoncements affectifs nécessaires, le réalisme brutal face à des attentes idéalistes, l'impossibilité d'éviter le conflit ou l'inconfort. Le conflit, il est utile. Alors, je ne parle pas de se tirer dessus, de s'arracher les yeux, mais on a besoin de conflits. On est obligé par moment de dire,
tout n'est pas lisse comme ça sans arrêt, je veux dire, de ce plan relationnel. De temps en temps, le conflit, même, il est bon, il est nécessaire, il est évolutif, il permet d'avancer, il permet de dire ce qui ne va pas, voilà, sans accuser l'autre, mais en disant, voilà, moi, cela ne me convient pas parce que je ressens ça, ça et ça, voilà, vous voyez, ou parce que c'est injuste, ou parce que, voilà. Voilà, c'est un moment inconfortable, hein, mais constructif. Il montre où l'on perd de l'énergie à vouloir sauver ce qui ne peut plus l'être. Voilà, perdre de l'énergie à vouloir sauver ce qui n'est plus sauvable. Exactement. Par exemple, bah, je vais reprendre un exemple concret, hein, mais comme il y a des tas d'autres exemples, hein, je peux en prendre des milliers, mais je vais prendre celui-là. Je vais prendre une personne qui essaie depuis plusieurs jours de rétablir un lien, qu'il soit familial, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, avec patience et puis ouverture. Elle reçoit une réponse sèche ou carrément pas de réponse, hein. Voilà, c'est super. Elle sent que ben, l'autre se ferme, se protège, refuse la conciliation. Et elle peut ressentir une injustice, une forme de froideur émotionnelle insupportable, plus ou moins, ça dépend de là où on en est de son évolution. Mais si cette personne regarde avec lucidité, elle comprend que la paix forcée est une illusion. Elle voit qu'il vaut mieux poser des limites claires, même si cela fait mal, hein, tant pis. Ok, je redéclenche un conflit, mais je pose les limites. Et puis, il faut que ce soit clair. Voilà. Et puis, cette personne, elle va gagner aussi en clarté émotionnelle et en maturité relationnelle. Voilà. Donc, en gros, pour le dire autrement, hein, ce qu'on ressent déséquilibré ne vient pas de soi seul. On ne peut pas porter à deux ce que l'autre refuse d'assumer, hein. Parfois, bah, pour préserver une harmonie intérieure, accepter une absence d'harmonie extérieure. Voilà en gros. On sent que l'autre se ferme, et il se protège. Bon, pour relancer encore le conflit, hein, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est aussi une maturité, une évolution vers la maturité dans les règlements des relations, quelles qu'elles soient. Alors ensuite, hein, la Lune va entrer en Scorpion où elle va rencontrer la Lune noire. Je parle assez peu de la Lune noire, non pas que je pourrais pas le faire, hein, je pourrais en dire des tonnes de choses. Mais voilà, oui, je le fais assez peu. Peut-être que je vais m'y mettre. Alors, elle va entrer en Scorpion, elle va se retrouver en chute là et rencontrer la Lune noire. Ça va être un moment là, hein. Le 4 juillet de 2025. Alors, cette lune en scorpion, je vous l'avais dit que je vous ferai une vidéo, mais je la ferai un jour, je la ferai sur cette lune qui est dans cette portion du zodiaque en chute là. Il y a beaucoup à en dire. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée dans ma vie et dans mes études astrologiques et dont je tire énormément compte. Quand la Lune est dans ce secteur, je suis toujours prudente. Voilà, je vous ferai un jour une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Alors, Lune en chute, elle ressent tout, elle est quand même en scorpion, mais elle est dans l'ombre, en silence, avec une violence contenue. Les émotions, elles sont intenses, profondes, viscérales, mais aussi difficiles à exprimer de manière fluide. C'est une lune de crise ou de transformation qui met à nu l'émotion brute, sans phare, là, bas les masques, hein. Alors cette conjonction avec Lilith, enfin la lune noire, c'est la blessure primitive qui remonte. La lune noire en scorpion, elle est particulièrement forte, hein. Elle parle d'un désir interdit, d'une angoisse enfouie, d'un refus d'être domestiqué. Elle agit comme un miroir sombre de nos peurs fondamentales, hein, face aux abandons, aux trahisons, à la manipulation et à la fusion destructrice. Alors,
la conjonction, cette conjonction, elle va faire émerger ben, ce qui a été refoulé, hein, ce que l'on n'a pas osé avouer même à soi-même, ce que l'on n'a pas voulu voir non plus, ou ce que l'on désire intensément mais qu'on craint de vivre. Voilà. Donc, c'est une étape qui n'est pas confortable, mais elle est révélatrice, elle dévoile la vérité de votre monde intérieur, même si cette vérité dérange. Alors, je vous donne un exemple, une personne, par exemple, qui croit avoir géré une rupture, un rejet, un deuil. Ce jour-là, ben, il y a un petit déclencheur, un mot, une image, un souvenir, un rêve qui provoque une vague émotionnelle intense, peut-être même incontrôlable. Tristesse, colère ou envie incontrôlable de vengeance, voilà. Ou au contraire, une prise de conscience que ce qu'elle ressent n'a jamais été pleinement reconnu. Alors, si elle accueille cette émotion sans jugement, elle va traverser un cap, cette personne. Elle reprend son pouvoir sur ce qui la dominait inconsciemment et elle transforme la douleur en énergie, comme le scorpion transforme la mort en puissance de résurrection. Voilà, en une phrase, ce qu'on ressent aujourd'hui n'est pas faible. C'est un pouvoir brut, un feu noir, une âme nue. On peut s'en cacher ou le regarder en face et devenir plus vrai. On a le choix. Alors, bien entendu, après ça, bah, la prochaine étape, ça sera la pleine lune dans l'axe Capricorne-Cancer, dont je ferai l'analyse. Alors, pour faire une petite synthèse de ce que je viens de dire dans cette lunaison étape par étape, cette belle et magnifique nouvelle lune en Cancer, quoi qu'on en dise. Il faut semer avec le cœur dans un terreau émotionnel fécond, mais exigeant. C'est une nouvelle lune conjointe à Jupiter, Jupiter exalté en cancer, qui offre un élan de croissance intérieure, de reconnexion affective, de protection, de fécondité. Même si cet élan, il est immédiatement confronté au carré dissonant de Saturne et Neptune en bélier, il appelle à la maturité, à la patience et à la lucidité, hein. Les émotions, par le signe du cancer, sont en transformation. Évidemment, sous la guidance des aspects lunaires, hein. La lune, c'est la grande horlogère, c'est la grande aiguille de la montre qui fait le tour du zodiaque et réactive tous les aspects initiaux ou en cours. Vous voyez? Donc, c'est elle qui déclenche les événements, les émotions, hein. Et ça va être d'autant plus vrai que vous avez dans votre thème natal déjà potentiellement des aspects qui se reforment lors des lunaisons, que ce soit d'ailleurs dans vos révolutions solaires, en lunaison, en transit, etc. Même si tout le monde est quand même concerné. On est quand même fort nombreux actuellement à ressentir ce carré Saturne-Jupiter, sans pour autant avoir soi-même un carré Saturne-Jupiter en natal. Mais ceux qui l'ont le ressentent particulièrement. Et ils savent très bien de quoi il s'agit, hein. C'est palpable. Voilà. Donc toutes ces émotions en transformation, hein, avec cette lune qui va tour à tour pendant 15 jours passer sur les planètes. Cette nouvelle lune en cancer, un désir de sécurité, puis les blocages ou les murs intérieurs, ensuite la mise en action réaliste, Mars en Vierge, puis l'éveil intuitif et libérateur avec Uranus, jusqu'à la plongée dans les mémoires profondes avec la lune noire en Scorpion. C'est une lunaison du soin, de libération émotionnelle, du recentrage. Pardon. Excusez-moi. Ah bah voilà, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé de tousser en pleine vidéo. Voilà. Donc, chaque étape est là pour rappeler que l'on ne peut pas grandir sans solidité intérieure, que la tendresse n'est pas naïveté, mais choix courageux d'ancrer l'amour dans le réel, que nos émotions enfouies doivent être honorées et non refoulées. Alors, en route vers la pleine lune, dans après la course de
la lunaison jusqu'en Capricorne. C'est vrai que je préfère de loin, moi, analyser les nouvelles lunes, car ce sont les nouveaux cycles. C'est la période de la lune croissante hein, et qui porte, hein, qui, voilà. Après, la lune décroît après la pleine lune et bien sûr, elle va encore former des aspects, c'est important. Mais je préfère, moi, les nouvelles lunes, les nouveaux départs, les nouveaux cycles, bien que je traite aussi, bien sûr, les pleines lunes. Peut-être que parfois, je ne les fais pas toujours toutes, mais en tout cas, les nouvelles lunes, c'est vraiment très important. Voilà pour cette vidéo, j'ai terminé. Si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas un petit commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Ça m'encourage aussi à continuer ma chaîne, même si je la fais avec beaucoup de plaisir, hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, au revoir, portez-vous bien et à bientôt.